Voici 30 ans que je filme le Congo, ce pays aussi vaste que l'Europe, où dans les méandres de son fleuve bat le cœur de l'Afrique. J'ai partagé toutes les saisons du Congo, les tumultes de son histoire, les espoirs, mais aussi les révoltes de son peuple. J'y ai rencontré des hommes et des femmes qui combattent la violence et l'injustice. Parmi ces personnalités, un médecin qui, depuis des années, au risque de sa vie, dénonce sans relâche le règne de l'impunité. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais pourquoi consacrer un nouveau film à ce pays? Parce que depuis 25 ans, le Congo reste déchiré par la violence, les guerres et les massacres. Au gré de mes tournages, j'en ai souvent été le témoin, dans les villes, les villages et jusqu'au cœur des forêts. Des visages sont restés gravés dans ma mémoire. Des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui m'ont demandé de porter leurs cris et leur soif de justice. Depuis 1996, le Congo est le terrain de conflits internationaux particulièrement meurtriers. Des guerres pour le pouvoir, pour l'argent, pour accaparer les richesses du pays. Les auteurs de ces crimes sont innombrables. Des mouvements rebelles par centaines, des chefs de guerre, des militaires congolais, des armées étrangères. Ces massacres ont entraîné des déplacements massifs de population, l'enrôlement d'enfants soldats et des viols utilisés comme armes de guerre dans l'impunité totale et le silence. Les charniers sont longs et les victimes se comptent par centaines de milliers, voire même par millions. Mais pourquoi une telle tragédie? Nous ne pouvons plus rester impuissants face à l'indifférence du monde. Je suis allé témoigner à Genève aux côtés du docteur Mukwege lors d'une session des Nations Unies consacrée aux violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de massacres, de viols. Pourquoi pas de poursuites judiciaires? Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux? Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. Et je crains que le sang coule à nouveau sur la terre de ce pays que nous aimons tant, le Congo. Je vous remercie. Mais je ne suis pas sûr d'avoir été entendu.
Je suis donc reparti en tournage à la rencontre des témoins et des survivants de ces barbaries, dans l'espoir de pouvoir rompre enfin la loi du silence. Pour comprendre la tragédie congolaise, il faut remonter le fil du temps jusqu'aux années 90, une époque où le Congo s'appelle encore le Zaïre. Joseph Désiré Mobutu dirige alors le pays d'une poigne de fer depuis près de 30 ans. Mais le règne du vieux dictateur malade touche à sa fin. Le destin du Zaïre va bientôt basculer, car un pays voisin, le Rwanda, va l'entraîner dans sa propre tragédie. En 1994, 800 000 hommes, femmes et enfants rwandais sont massacrés en moins de 3 mois. Tous appartenaient à l'ethnie minoritaire, les Tutsis. C'est un véritable génocide perpétré par l'armée et les milices des extrémistes Hutus, l'ethnie majoritaire. Mais une armée Tutsi constituée en exil revient au pays et met fin au génocide. À Kigali, le pouvoir change de main et la peur change de camp. Par crainte des représailles, 1,5 million de Hutus franchissent la frontière pour se réfugier à l'est du Zaïre. Parmi les réfugiés, des milliers de criminels avec leurs armes, des militaires et des miliciens Hutus qui ont activement pris part au génocide. Dans ces camps installés près de la frontière, les réfugiés s'entassent dans des conditions humaines et sanitaires extrêmes. Ils sont pris en otage par des milices génocidaires qui se servent d'eux comme d'un bouclier humain face aux représailles. Les extrémistes Hutus imposent leur loi aux civils. Ils veulent poursuivre la guerre et reprendre le pouvoir. Les camps représentent donc une menace pour Paul Kagame, le nouvel homme fort du Rwanda, et aussi pour son allié Yoweri Museveni, le président ougandais. Tous deux mettent en garde la communauté internationale. Peace and stability in Rwanda and in the region will depend upon what the international community can do and how swiftly it can do that. Sending right and strong signals to criminals and addressing impunity in the region is for sure the best solution for all of us. I told them many words. The most important thing were two. One, the responsibility lied with the international community to disarm these people, because we think the whole aim is to cut out the genocide again. We shall not accept it. And that if the international community cannot do something about it, we shall have to do something about it ourselves. I didn't go into details of what we were going to do. We had begged Mobutu to remove these refugees from the border to deep in Congo, according to the UN regulations. He had refused. We had begged the international community to separate the armed people from the refugees. They had refused. So it was deliberate.
So this was a public warning to Mobutu. And I said that if the reaction had started new trouble, we would provide the solution, not themselves. Devant l'inertie internationale, les présidents Kagame et Museveni mettent leurs menaces à exécution. En octobre 1996, une coalition qui rassemble des militaires tutsis rwandais, des éléments de l'armée ougandaise et des rebelles zaïrois pénètre sur le territoire du Zaïre. Ce rassemblement hétéroclite est baptisé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Pour la diriger, les Rwandais ont choisi un Congolais, Laurent Désiré Kabila, qui depuis 30 ans s'oppose au président Mobutu. Son objectif est de prendre le pouvoir à Kinshasa et d'en chasser le vieux dictateur. Kagame, de son côté, veut avant tout disperser les camps, contraindre les réfugiés de revenir au Rwanda et anéantir les forces militaires des anciens génocidaires. Mais les troupes de l'AFDL viennent à peine de franchir la frontière qu'elles commettent un premier massacre. Il a lieu à Lemera, au sud du Kivu, dans un hôpital dirigé alors par un jeune médecin, Denis Mukwege. Je le retrouve quelques années plus tard, là où la tragédie congolaise a commencé. En fait, le premier massacre qui s'est commis, c'était ici à l'hôpital. En fait, la guerre avait pratiquement commencé ici. Et au total, il y a combien de tués, malades? Il y a malades 30 et 3 de nos agents. Lorsque quelqu'un peut se permettre de tuer un malade dans son lit et qu'il ne soit pas poursuivi pour un tel crime, je crois que ça traduit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous saviez qui était le chef de cette rébellion? À cette époque, non. Nous, on n'avait jamais entendu parler de Kabila quand on a attaqué l'hôpital, non. Il n'y a jamais eu de suite judiciaire au massacre qui a eu lieu dans cet hôpital. Jamais. Je crois que le début de l'impunité, c'est ici. C'est ici. Et les événements se précipitent. Alors que l'armée de l'AFDL s'approche de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, la ville et les camps de réfugiés sont soumis à des bombardements et des tirs d'artillerie. Le 29 octobre 1996, tout le monde était étonné à Bukavu de voir que ça tirait partout. Bon, on s'est réveillé sous les bombes, beaucoup de bombes d'ailleurs, des obus venaient du Rwanda qui sont tombés sur Bukavu. Mais en quelques jours, il y a eu des milliers de morts. On ne saura jamais exactement combien. Nous avons enterré dans les fosses communes parce que, tenez-vous bien, ça commençait à puer partout, les cadavres en putréfaction. Les corbeaux ne savaient plus voler tellement ils avaient mangé de chair humaine. Okay? Les chiens avaient grossi à manger des corps en putréfaction. Le régime de Kagame a envoyé les militaires pour détruire les camps. On nous a bombardés toute une nuit et une journée. Alors là, nous sommes allés plus loin parce qu'on ne pouvait pas rester tout près des frontières entre le Rwanda et le Zaïre. Là, il y a beaucoup de morts parce que les troupes rwandaises ont traversé avec des canons rapides, avec des armes lourdes et nous bombardaient dans des tentes pour nous massacrer, pour nous exterminer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont chassés, ils ont mis les camps en feu et en sang. Alors là, nous avons été obligés de fuir du sud Kivu en pénétrant vers l'intérieur du Zaïre. As UN human rights officer in Kinshasa, we were witnessing the advance of Ugandan, Rwandan, and Burundian troops across the country, ostensibly led by Laurent Désiré Kabila as the head of the AFDL. But this coalition was progressively advancing across the country, and as they advanced, we were receiving reports of large-scale massacres of refugees. Pour échapper au combat et au massacre, la majorité des réfugiés a fini par retourner au Rwanda. Mais des centaines de milliers s'y refusent et continuent de fuir à travers les forêts congolaises.
Pour les Rwandais de la FDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence. Nous avons traversé le Congo à pied et dans des grandes forêts. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de toilettes. Nous tous, nous devenons vieux, nous tous. Les visages et les enfants et les adultes, maigres comme ça. Et en forêt, qu'est-ce que vous mangiez en forêt? Dans la forêt, ce n'est que des fruits des arbres sauvages. Tout ce qui n'est pas amer est comestible. Que ce soit des fruits, que ce soit des feuilles. Même ces feuilles-là, s'ils ne sont pas amers, on mange. On cherche, on tombe sur un chat, on se ravitaille là-bas si c'est un chat de manioc. Là, je vous dis, on détruisait des champs. Vous prenez plus de 20 000 personnes, vous les jetez sur la route. Sans rien. Là, nous avons détruit les champs des Congolais. Et des fois, nous étions dans des forêts, là, il n'y a pas de champs, là, il n'y a pas de village. Si tu attrapais la malaria ou bien la diarrhée, tu restais. Une maman qui meurt, ma mère meurt, et je prends son cadavre, je le mets à côté et je continue. Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc, nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lubutu qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt. Une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et après, on est revenu, on s'est posé sur cette route-là qui servait de piste. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés hutu-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, j'avais vu des enfants, des bébés, hein, et avec des mouches partout, couverts des mouches, à tel enseigne que leur maman, affaiblie, n'arrivait même plus à chasser les mouches et les insectes qui s'amassaient ou qui s'entassaient sur les corps de ces bébés. Au cœur des forêts congolaises, non loin de Tingi-Tingi, un premier convoi humanitaire découvre des milliers de réfugiés, épuisés, hébétés, entassés le long de la voie ferrée, dans l'attente d'un hypothétique secours. De ces camps de fortune, de ces misérables bivouacs, de ces corps à l'agonie, il ne reste plus de traces aujourd'hui. La forêt les a engloutis, seules demeurent quelques images d'archives. Umbonye umuti ahita ahita. Dore aha ngaha harimo utuntu tw'utunyoni two turi kundya kubera kubura umubisi. Le bébé? Uyu mwana ni abaje bamurambika aha n'umubyeyi waje amurambika aha. Il est vivant? Ukabura rero umuntu wadukuranga tugeze aho abandi bari. Tubonye imiti twakira. Plus de 200 000 réfugiés en détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Les ONG font leur appel à l'Union européenne. Emma Bonino, la commissaire à l'aide humanitaire, se rend sur place en urgence. de 3 mois de marche dans la forêt, dans la boue, sans abri, sans habits, sans médicaments et presque sans nourriture. Maman Bonino, si vous étiez tout près de cette forêt, vous auriez entendu beaucoup de pleurs des enfants qui, malgré la fatigue et la faim, devraient obligatoirement faire ce long trajet pour échapper à la mort atroce infligée même aux enfants par
les assaillants. Maman Bonino, vous qui occupez une place importante au sein de l'Union européenne, nous vous prions de transmettre à qui de droit nos problèmes et nos souffrances ici à Tinting. Maman Bonino, nous vous remercions de votre visite et attendons beaucoup de vous. Au revoir, Maman Bonino. Mais peu de temps après le départ d'Elma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc, ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc, l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. There's testimony from Congolese that record that bodies were gathered, were burned, buried to hide the evidence. But there's a very serious group of crimes that were committed south of Kisangani that I think have never been investigated to satisfaction. C'était des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais pour essayer de congoliser la bataille, mais c'était des troupes rwandaises, on le sait, avec des commandants rwandais. James Kabarebe en personne était ici, et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo, parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici, le commandant Hippo n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc, il était ici, les gens le voyaient, ils étaient là. Ils étaient au courant de ce massacre? Bien sûr que oui, rien ne se faisait sans eux. Ils savaient, ils étaient au courant de ces massacres. À la tête des forces armées de l'AFDL, un officier rwandais qui n'a pas 30 ans, James Kabarebe. Homme de confiance de Kagame, il a fait ses preuves dans l'armée rwandaise avant d'être nommé général en chef de la rébellion. Kabarebe emmène dans son siège un autre jeune militaire et non des moindres, Joseph Kabila, le fils du chef rebelle, Laurent Désiré Kabila. Sur la route de Kisangani, les troupes rwandaises ont fini par rattraper plusieurs milliers de réfugiés qu'elles entassent dans un train pour forcer leur retour au Rwanda. Pour accueillir le convoi, on fait appel à des ONG. Mais les humanitaires découvrent un véritable désastre. Pour des centaines de réfugiés, le train n'est plus qu'un cercueil. Sur la route de l'AFDL, les massacres s'accumulent et n'embarrassent pas vraiment Laurent Désiré Kabila, à la tête d'une rébellion dont il est censé être le chef. Le silence est le prix à payer pour réussir son pari, arriver au pouvoir avec le soutien des armées ougandaises et rwandaises. La rébellion a gagné la moitié du pays. De nombreux jeunes écœurés par le régime de Mobutu se rallient à Kabila et dans leur marche victorieuse vers la capitale, ils ne rencontrent plus guère de résistance. Nous avons des forces militaires immenses. La rébellion, c'est donc ce qu'on appelle une révolution démocratique nationale.
c'est-à-dire la révolution, le rejet, le déni par un peuple tout entier dans sa diversité ethnique, de méthodes et de pratiques de pouvoir du régime mobutuiste. Et tout le monde le sait que c'est un régime policier, un régime sanguinaire qui est là depuis des années. À l'ouest du pays, une colonne de réfugiés épuisés approche de la ville de Mbandaka. Ils viennent de parcourir à pied plus de 700 km depuis Kisangani. Leur dernier espoir pour échapper à l'enfer est de traverser le fleuve Congo et d'atteindre la frontière d'un pays voisin. À l'époque, j'étais directeur provincial des services de secours d'urgence de la Croix-Rouge. Le chef d'équipe est venu dans mon bureau m'informer que nous venons de recevoir, nous venons de voir, il y a un afflux de gens qui sont dans une colonne interminable. Et on ne voyait pas la fin. Parce que c'était les gens qui venaient, on ne voyait pas la fin. Des milliers qui venaient. Et tout le long de la route là, ils étaient massacrés, ils étaient tués jusqu'à arriver dans la ville de Mbandaka. C'est ici le port de Lonatra où les réfugiés et Rwandais Hutus devaient prendre le bateau pour les emmener à Irebi. Ils étaient pleins ici. Mais le bateau ne pouvait pas aller parce que le commandant du bateau aussi a fui. Il est rentré chez lui parce que les rebelles sont arrivés dans la ville. C'est alors que les réfugiés, ils sont montés dans les bateaux. Tous ceux qui étaient dans les bateaux. Ils ont seulement ouvert les rafales et on a tiré sur tout ce monde-là. Et ils ne faisaient que tomber dans l'eau. Même ceux qui étaient encore sur la quai, ils ont été massacrés et vraiment massacrés. Alors, j'ai intervenir aussi parce que je ne pouvais pas continuer à supporter. J'ai dû aller voir les autorités. Je suis venu ici au port, parler avec eux, mais il faut arrêter de tuer les gens comme ça. Et je vis le mur là derrière. Il y a un militaire qui a pris, il y avait une maman qui avait son bébé sur le dos. Il a arraché le bébé et il a tenu le bébé par ce pied. Et il a frappé la tête sur le mur. Et la maman, il avait une pierre comme ça. Il lui a frappé sur la tête et la maman est décédée. Il tirait des bombes, des grenades, des balles, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de bruit. Il y en a ceux qui tombaient dans l'eau, il y a des cadavres qui jonchaient sur place. C'était la chasse aux sorcières. En tout cas, ils nous tuaient. Parce que ceux qui nous tuaient, ce sont nos propres frères rwandais, Tutsis. Ce n'étaient pas des Aïrois. Ce n'étaient pas des Congolais. Il y avait des cadavres partout. Et je dis partout. Ceux qui sont morts, c'était plus de 8000. Plus de 8000 qu'on a tués. Ils ont donné l'instruction que personne ne puisse toucher au corps. Celui qu'on va trouver en train de ramasser un corps, on va les tuer aussi. Il faut qu'on laisse les corps comme ça pourrir pour que les chiens puissent les manger. Maintenant, les corps commencent à se décomposer dans les rues. Ça va amener une épidémie dans la ville. J'étais obligé d'aller voir les commandants. Au début, il n'a pas voulu comprendre. Non, ces gens doivent rester comme ça, il faut que les chiens les mangent et tout. Ce sont les mauvais. Non. Oui, vos histoires ne nous concernent pas. Ce que vous avez vécu là-bas chez vous, ça c'est entre vous. Mais moi, je parlais des dangers que la population de la ville de Mbandaka a découvert, et vous aussi y compris. Parce que maintenant, vous habitez Mbandaka, nous sommes tous en danger. Après, il a compris, il m'a dit, OK, j'accepte, allez les enterrer. Nous sommes venus ramasser les corps qui étaient dans la rue, un peu partout dans la ville. Mais c'est ici où nous avons créé la grande fosse commune et que nous avons enterré tous ces corps. Combien de corps à peu près? On n'a pas compté, c'était beaucoup. On n'a pas compté, parce qu'on travaille sous la pluie.
Et on faisait que les équipes pouvaient ramasser dans les véhicules, on vient, on jette, on vient, on fait les tours, on ramasse, on vient, on jette, on n'avait pas le temps de compter. Tango bitumba yaki mosala ebongaki so te po etumba ezaka etumba osira mpe bibembe mpe eza kocola mpe ebele yango nde tomoni bibembe ecoli mpenza nde ebele bandanga na botama mpe eza kocola nde tondire bapoati baboye ebale ezalaki mabe eza na mai ya komela oyo nazomona moto aza kocola bozongela kaka mai omeli kaka obibonasa mpe nini ntango bitumba eyaki moye tosala bapeshe oboye ezalaki so bien te boso omoyike nzala mpe leki makasi bobonga mpe na oluka mwa kobika ndenge nini vi moko ya mabe. J'ai souvent filmé le Congo, ce fleuve puissant, majestueux, qui s'est aujourd'hui transformé en un seul. Qui ne saura jamais le nombre de corps qu'il a roulé dans ces flots? Des réfugiés, mais aussi des Haïtiens, victimes d'une guerre qui ne les concernait pas. Beaucoup ont payé de leur vie un simple geste de compassion. Le 17 mai 1997, les troupes de l'AFDL, parmi lesquelles des militaires rwandais et ougandais, prennent le contrôle de Kinshasa. Après 32 ans de règne sans partage, Mobutu, le dictateur détrôné, s'enfuit. Il mourra quelques mois plus tard en exil. Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président à la surprise de ses alliés. 10 jours plus tard, il arrive enfin à Kinshasa pour prêter serment au Stade national devant les dirigeants africains qui l'ont soutenu. Moi, Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Ils rebâtissent le pays. Le Zaïre s'appellera désormais République démocratique du Congo. Mais en fait de démocratie, Kabila commence par ajourner les élections et interdire les partis politiques. Il nomme autour de lui des personnalités rwandaises, dont le général James Kabarebe, promu chef d'état-major de la nouvelle armée congolaise. J'assiste au Congo à cette étrange victoire, bâtie sur la violence, le crime et l'impunité. Les Nations Unies d'ailleurs ne sont pas dupes et demandent des comptes au nouveau président. So after the fall of Kinshasa, the Secretary General mandated an investigative team that was led by international experts and had full investigative capacity that came to Kinshasa and tried to deploy in various parts of the country to investigate these allegations that we had documented. Nous sommes le plus respectueux des droits de l'homme. Nous ne sommes venus que pour faire respecter les droits de l'homme. Faire cesser à la dictature bestiale les torsions, les histoires, les tueries inutiles qui ont, disons, couronné les 32 ans du bas du régime de Mobutu. Pour se protéger et couvrir ses alliés, Kabila ne cesse d'entraver les investigations des Nations Unies. À Kinshasa, les enquêteurs de l'ONU, bloqués dans l'attente d'un hypothétique feu vert, commencent à s'impatienter. Aujourd'hui, nous entamons la 4e semaine de notre séjour en République démocratique du Congo. Nous avons donc demandé officiellement l'autorisation de nous rendre à Mbandaka, mais nous attendons toujours l'autorisation de nous déployer sur le terrain. Les Nations Unies, ils commencent les enquêtes en Mbandaka parce que c'est récent. Ça, c'était le Canada pour moi.
Mais l'ordre est venu de Kinshasa, d'effacer les traces. C'était donc un ordre du président Kabila. Bien sûr. Il faut maintenant déterrer les corps et aller les jeter. Après quelques temps, je vois c'est le maire de la ville qui débarque au bureau. Il vient et dit, il faut aller nous montrer là où vous avez caché, vous avez enterré les corps. Il commençait maintenant à m'imposer. Je dis, monsieur le maire, je ne ferai pas ça. Il est parti, il autre type qui entre. C'est un militaire qui vient. Il entre, il commence à se fâcher, à me monter son doigt. Toi, tu te prends pour qui? Toi, tu es qui? Toi, tu te prends pour qui? Du coup, il a sorti son revolver, il m'a braqué. J'ai dit, ok, tue-moi, et si tu me tues, demain matin, Kabila va te nommer général parce que tu m'as tué. Moi, je n'ai tué personne. Je ne fais qu'enterrer les corps. Et je ne peux pas entrer dans ce que vous voulez faire de moi. Je ne ferai pas. Il a remis son revolver, il m'a dit, tu vas voir. Il est parti. Le président de la Croix-Rouge est venu me voir à la maison. Il dit, j'étais avec le gouverneur hier, il m'a appelé et il a besoin de toi. Nous sommes partis avec le président chez lui, dans sa résidence. Et là, il est sorti avec sa valise satellitaire. Il l'a mis sur la table avec une enveloppe plein d'argent. Le gouverneur de province. Il l'a mis sur la table. Il m'a dit, seulement, cet argent, c'est pour vous. Et le téléphone satellitaire est là. Je vais appeler le président maintenant. Vous allez discuter, vous deux, directement. Vous allez lui demander ce que vous voulez. Il a voulu prendre son ouvrir le téléphone. Il dit, non, monsieur le gouverneur. Je vais parler avec le président Kabila. Pourquoi? Parce que je ne ferai pas ça. L'argent là, je ne veux pas prendre l'argent. Je préfère mourir pauvre. Et je suis sorti, je suis parti. Et cette nuit-là, ils ont fait une réunion du conseil de sécurité provincial. Et la décision était prise de m'enlever et m'amener à Goma. Et là, je me suis caché. Et ils avaient monté une équipe de jeunes, de garçons, là où ils avaient les informations qu'on avait enterrées ici, on avait enterré là-bas. Ils ont déterré, ils ont venu avec la machine, ils ont déterré et tous ces corps ont été jetés dans le fleuve. Laurent Désiré Kabila clearly did not want this team to succeed in its investigation. The team was harassed and intimidated at certain points in time, often in the field. And after approximately 10 months between 1997 and 1998 of trying to investigate, they packed up, left the country, and submitted their report to the Secretary General, who then in turn submitted it to the Security Council. Au Congo, la population ne supporte plus l'occupation des armées étrangères qui pillent les richesses du pays. Kabila tente alors un nouveau pari, s'affranchir de la tutelle de ses alliés. Un an après avoir pris le pouvoir, il congédie les militaires ougandais et rwandais et leur donne 48 heures pour quitter le pays. Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis, il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. We are stakeholders, Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, they are there. We have supported him not out of just altruism, but because we had the interests, which were the security interests mainly. And when he took power, he did not address these. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle,
le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers, des centaines de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés. De Bukavu à Kalemi, le convoi dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais dans mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Et vous, comment est-ce que vous avez pu accepter de les accompagner finalement? Je n'ai pas accepté de les accompagner. Moi, je suis parti pour un reportage à Ouvira. Okay? Mais après, je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc, on ne pouvait plus partir. Notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. Mon caméraman, il passait son temps à pleurer devant ces horreurs. Moi, je lui disais, écoute, si on te voit pleurer, ils vont voir que nous sommes des traîtres, ils vont nous éliminer, journalistes en plus. Donc, on faisait semblant d'être leurs amis, tout en se demandant ce qu'on fait là. Les militaires, là, ils ne tuaient pas pour se défendre. On dirait qu'ils voulaient exterminer tout le monde. J'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés éventrés. On est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré la mitraillette, tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, hein, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres. Mais devant nous, il les a effondrés au poignard. Moi, les poignards militaires avec un dent de cire, les a effondrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout, et puis il descend jusqu'au sexe. Quoi. Donc, ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant, hein, et en pliant. Donc, pour lui, il a fait une bonne œuvre. Quoi. Il nous disait, non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous, on était des braves. Au fond, on a fait ça et ça. C'est comme des léopards, des fauves, des animaux sauvages. On se disait, mais pourquoi ces gens tuent leurs frères? C'était les Congolais pour la plupart. Le Congo n'est plus qu'une mosaïque de milices et de mouvements rebelles. Tous sont soutenus par des pays étrangers. Le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola. Tous les pays voisins ou presque cherchent avant tout à piller les ressources minières. Et comme toujours, les populations civiles sont les premières victimes des armées mercenaires. Aïe, 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 faites vite, faites vite. Non, 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 ne changez pas l'objectif. Faut changer l'objectif. Kakawana. Un peu en bas. Quels ont été les maîtres d'œuvre de ces guerres et de ces massacres, les grands responsables? Les grands responsables, je vous l'ai dit, c'était les massacres auxquels moi j'ai assisté. C'était les officiers de la brigade qui est allée jusqu'à Kalemi, qui a brûlé tous les villages. Je cite le colonel, le chef de la brigade, Anissé Bolongi, okay, dit Mike Oscar, c'était son nom de code, et surtout son adjoint, le général, aujourd'hui général
Gabriel Amissi Tangofor. Il est général aujourd'hui, chef d'état-major de la force terrestre, donc le chef de l'armée. Qui va le juger, ce mec? Il continue ce massacre. Gabriel Amissi, l'un des chefs de guerre les plus brutaux et les plus impitoyables, incarne les paradoxes et l'absurdité des guerres congolaises. Chef d'état-major de l'armée rebelle, il organise le massacre de militaires et de policiers fidèles à Kabila. Mais quelques années plus tard, il sera cependant nommé général dans l'armée congolaise, au plus haut niveau, 4 étoiles. Il y sévit toujours aujourd'hui. C'était le 24 août 1998, à la fête de Saint-Barthélemy. Les chrétiens étaient ici, enfants, adultes confondus. Alors tout de suite, on a les militaires rwandais sont venus encercler l'église et là, ils ont pris avec des haches, ils ont commencé à tuer les gens et ils ont massacré 139 personnes ici même dans l'église. Les religieuses étaient massacrées dans la première porte là-bas. Et les avoir donc violées, mutilées. Nous avons rencontré leur corps dans cette première porte. Et le prêtre? Le prêtre, lui, il a été au presbytère même, massacré là au presbytère. Et là, au coup de hache, on l'a récupéré aussi pour venir le mettre ici. On a peur réellement Il y a une milice ici, une milice qui est encore en forêt. Alors on n'est pas libre, il n'y a pas de sécurité. On vit au jour comme ça, on ne sait pas ce qui sera le lendemain. Personne n'ose dire quoi, expliquer ce que je suis en train d'expliquer ici. Quel gouvernement, par exemple, ou quelle armée, ou quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel, pour le récompenser ou pour en avoir peur, pourquoi? C'est là où on se demande réellement si le gouvernement existe ou ça n'existe pas. Est-ce que la justice comme telle, elle est là, ou et sans justice, on n'aura pas de paix? Il faut tuer 1000 personnes pour devenir général au Congo. Vous voyez cette logique-là? The violence was probably more widespread in the second war than in the first one, although the numbers of civilians killed are so high in both wars. But in the use of rape as a weapons of war became really, unfortunately, very widespread. And unfortunately, we documented massive rape, massive killings, burning of entire villages, all sorts of massacres that you can imagine. Au Congo, c'est plus que jamais la guerre de tous contre tous. Dans l'est du pays, 2 armées étrangères, rwandaises et ougandaises, vont même finir par s'affronter entre elles sur un territoire qui n'est pas le leur, mais dont elles veulent s'approprier les richesses. Une guerre de prédateurs, dont Kisangani, la 3e ville du pays, sera le champ de bataille. Le 5 juin 2000, la ville subit des bombardements qui font de très nombreuses victimes. On a trouvé des corps qui étaient exposés partout et d'autres étaient enterrés par les membres des familles. Ça, ce sont des preuves pour nous que ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. C'est comme ça. Iko na batu ata 100 moja, makumi sita, makumi tano, cimetière moja. Bale batu balikuwa biko azika bao ndani ya chase. Mtu iko anakuwa kidogo hivi, banabatiatia batu moja, batu ndani ya chase ndio banakuwa kutupatupa kule sasa koni. La guerre des 6 jours, c'est le couronnement de la barbarie des armées du Rwanda et de l'Ouganda.
parce qu'il y avait ici des comptoirs de diamants, des comptoirs d'or, parce que Kisangani, c'est la charnière ouvrière entre l'Est et l'Ouest du pays. Donc, c'est pour le contrôle de toutes ces richesses stratégiques que ces deux armées étrangères s'étaient battues dans la ville de Kisangani. Les Ougandais étaient à ma gauche. Ils avaient un comptoir là-bas qui s'appelait Victoria. Ils avaient pris possession de ce comptoir. Et les Rwandais étaient à droite. Et ici, c'était le carrefour. Et tout simplement, ils se sont affrontés. Et pendant ces 6 jours-là, 6200 bombes sont tombées dans la ville. Tout le monde voulait avoir le contrôle du diamant, parce qu'on avait les diamants, on avait des moyens pour faire la guerre, pour continuer la guerre, mais aussi pour piller naturellement. L'objectif était clair, c'était s'ouvrir la voie d'accès aux richesses du Congo sans formalité. Et pour preuve, nous avons aujourd'hui le Rwanda qui est devenu l'un des tout premiers exportateurs mondiaux des minerais dont sa géologie ne regorge pas. Le coltan, le cobalt, l'obium. C'est un pillage systématique des ressources du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Si la guerre dure toujours depuis si longtemps, c'est parce que des groupes armés, mafieux, des rebelles, des militaires vident le Congo de ses richesses minières. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte ni fenêtre ni garde. Et donc, tout le monde entre et se sert. Et donc, je pense que ça peut être nos richesses, au lieu que ça nous serve, que ça nous donne la possibilité d'un développement harmonieux. Ces richesses ont été la source de notre malheur, de notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible. Questo computer è sporco di sangue, tutta la tecnologia che noi utilizziamo è sporca di sangue. E lo è perché i minerali che usiamo nella componentistica e nell'elettronica sono estratti in paesi di guerra, dove, come abbiamo detto, finanziano abusi dei diritti umani, uccisioni e mutilazioni. Un pas a été franchi avec l'adoption de la loi Dodd-Frank aux États-Unis. La loi oblige les entreprises américaines à fournir des informations détaillées en matière des minerais des conflits, et ce pour rompre le lien entre l'exploitation sauvage de ceux-ci et les conflits. Que vaut la vie d'un Congolais? Parce qu'on a un peu l'impression que pour avoir accès au coltan, pour avoir accès à l'or, on est prêt à tout en Europe. Parfois de manière inconsciente, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne le savent pas, mais souvent de manière tout à fait consciente et hypocrite. Il suffit de regarder les votes au Parlement européen quand on a eu la législation sur les minerais et sur l'obligation d'une entreprise d'assumer des responsabilités dans la chaîne d'approvisionnement. Là, vous avez une majorité très faible qui s'est jouée à 3 voix près sur 750 députés. Donc, on a la moitié des députés
qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Le 16 janvier 2001, un nouveau drame se joue à Kinshasa. Le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné d'une balle dans la tête par son garde du corps, qui est lui-même aussitôt abattu. Le crime ne sera jamais vraiment élucidé. La suite est tout aussi opaque. Un comité de crise réuni en hâte décide de nommer Joseph Kabila président de la République. Le fils s'assied donc à la place du père sans la moindre élection. Il n'a pas 30 ans et très peu d'expérience politique. 10 jours plus tard, il prête serment. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Il va devoir diriger un pays déchiré où les armées d'occupation et les seigneurs de guerre règnent en maître. Et les massacres continuent. À Kisangani, les habitants de plusieurs quartiers se sont soulevés contre les occupants rwandais et leurs alliés. En représailles, les militaires et les policiers congolais restés fidèles au gouvernement vont être arrêtés, ligotés et égorgés. Leurs cadavres sont jetés du haut de ce pont dans les rapides de la rivière Chopo. Quelques jours plus tard, ils remonteront à la surface sous les yeux d'une population effarée. Les massacres du pont Chopo ont été dirigés par Laurent Nkunda en personne, parce que c'était lui le commandant de la 7e brigade qui commandait la ville de Kisangani. C'était lui le commandant place du côté militaire. Alors, le même jour, ce bataillon de la mort, cet escadron de la mort s'est dirigé droit vers la commune Mangobo où il tirait sur tout ce qui bougeait. Donc, tout ce qu'il y avait comme jeune homme, surtout, c'était plus de jeunes gens qui étaient visés, des garçons. Et il tirait pêle-mêle. Et malheureusement, il y a eu des femmes aussi, il y a eu des enfants qui ont perdu leur vie dans cette représaille dans la commune de Mangobo. Il est vrai que le général Amissi Tango Fort était là. Il est vrai que le commandant Biamungu Bernard était là. Mais le maître à exécuter dans les opérations, sur le champ des opérations, c'était Laurent Nkunda. Laurent Nkunda, c'est l'archétype du seigneur de guerre. Congolais d'origine Tutsi, c'est un proche du président rwandais Paul Kagame. Il a participé à ses côtés à la reconquête du Rwanda lors du génocide. De retour au Congo avec l'armée rwandaise, il fonde son propre mouvement rebelle, le CNDP, qui sème désormais la terreur dans la province du Kivu. Un tueur. Ça c'est notre chapelle, c'est notre drapeau, notre bannière. Et toute personne qui accepte que Jésus est le roi des rois et seigneur des seigneurs, il est notre membre, il est notre frère. Je suis pentecôtiste par adhésion. Mais naturellement, je suis adventiste du 7e jour. Adventiste. Le maquis ne m'empêche pas de continuer cette mission ecclésiastique. Le pasteur a le devoir de protéger les brebis. OK? Et il doit les protéger face à la menace. Si la menace est armée, le pasteur doit protéger les brebis contre cette menace armée. Nous avons une doctrine. Notre doctrine, c'est le justicisme chrétien. Laurent Nkunda a de solides soutiens et au plus haut niveau. The sense that this man could like him or not, and with whatever mistakes he could hold him accountable for, he has some political grievances that are legitimate. Poursuivi par la justice congolaise pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Laurent Nkunda fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui n'a jamais été exécuté. Il a trouvé refuge au Rwanda. It was particularly shameful that many of the people involved in human rights violations, they were taking a plane and showing up in European capital for medical treatment or for shopping, while at the same time they're massacring the population in the streets of Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu or Kananga. En 2001, le Congo est en guerre depuis près de 5 ans. 5 années de meurtres, de viols et de massacres. Le pays s'enfonce dans le chaos. Les Nations Unies s'en inquiètent et décident de déployer une mission sur place. Il s'agit de protéger à tout prix les populations civiles. 18 casques bleus sont envoyés au Congo dans ce qui va devenir la plus grande et la plus coûteuse des opérations de maintien de la paix de l'histoire.
Des enquêteurs des Nations Unies débarquent aussi au Congo. Ils engagent leurs premières investigations sur le terrain dans la région de l'Ituri. Il y a eu une attaque sur un village avec des tueries, des viols, des pièges, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est le niveau d'horreur est incroyable. Dans des nombreux groupes rebelles, le mouvement pour la libération du Congo sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino n'a recul, n'a pas Sabina liboso félicitations, puisque natango abitumba wana namonaki makasi na bino abanga liwa te pe abanga munduki te abanga masasi te. C'est comme ça que eloko tolingi armée na sika oyo tolingi bino bozako yekola lelo oyo tobengi armée ya libération na Congo kwa bokota bokoma lobby ba acteur effectif ya libération wana. Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu. Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les paye. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque maison et ils ont violé chaque femme qu'ils ont trouvée sur place. Pourtant, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne doit pas rendre compte de ses actes. C'est déjà, je pense que c'est une décision politique. Il faut déjà politiquement, la personne qui est à la tête du pays décide que c'est une priorité pour le Congo, de mettre fin à l'impunité et d'écouter les victimes. Non seulement Jean-Pierre Bemba ne sera pas jugé, mais il va même bénéficier d'une de ces grandes réconciliations ubuesques dont le Congo a le secret. En 2002, un accord de paix est signé entre les belligérants avec la bénédiction de la communauté internationale. Les chefs rebelles sont intégrés dans le gouvernement et Jean-Pierre Bemba devient l'un des 4 vice-présidents du Congo. 4 ans plus tard, Joseph Kabila défile fièrement devant un parterre de chefs d'État. Il vient de remporter les élections présidentielles au Congo, les premières depuis l'indépendance. Puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À force de ruse, de compromis et d'habileté manœuvrière, Joseph Kabila est désormais le maître du jeu, et pour longtemps. Mais pour y arriver, il a fallu payer le prix fort. Major, je vous remets ce drapeau, symbole de votre commandement. Vous le garderez et défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Quand je filme ces miliciens que l'on intègre dans la nouvelle armée congolaise, je m'interroge. La plupart sont d'anciens rebelles. Quelles que soient les atrocités qu'ils ont commises, ils bénéficient d'une amnistie. En prime, leurs chefs sont nommés aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire. Au Congo, on appelle cela le brassage.
On tourne la page dans le silence et l'impunité. Les seigneurs de guerre sont réhabilités et jamais personne ne leur demandera de compte. There's been pressure for peace in the Congo, and that's led to negotiations where armed groups are in fact brought into the Congolese military, but don't really change their colors. It's, as we say in English, to let the fox into the chicken coop, and in fact make him an officer in charge of protecting chickens, and that simply doesn't work. En 2008, alors que les témoignages et les rapports s'accumulent faisant état d'atrocités à grande échelle au Congo, le Conseil de sécurité mandate une équipe pour enquêter sur place. 35 experts, dont 20 spécialistes des droits de l'homme, sont envoyés sur le terrain. Ils doivent dresser la carte des massacres de masse. Leur mandat leur permet d'enquêter uniquement sur les crimes commis pendant une période de 10 ans, de 1993 à 2003. Le résultat de cette mission d'inventaire porte un nom, le rapport Mapping. What was really important for me in the mapping report was this was the first effort of the United Nations to try to document and tell the story of the suffering of millions of Congolese, and in doing so, to try to put an end to the endless cycles of violence and impunity that we've seen over since the beginning of Congo. And then there were political challenges, because there were many who didn't want these investigations to happen, because they feared, legitimately or not, that it would destabilize the region and bring out skeletons from the closet. When we deployed teams, they were finding out more and more cases, and at one point they had to stop investigating because we didn't have time. So I'm actually convinced that, unfortunately, our catalog of massacres is incomplete. As part of publishing any report from the United Nations, our practice and our policy is to share a draft version of the report with any member state concerned by the report. So we followed our usual practice and shared the report first and foremost with the government of the DRC. And we did the same thing with Rwanda. There were several governments that protested, particularly the Rwandan government, and that threatened to withdraw UN peacekeeping troops if the report was published. They thought the report was based on allegations that were simply unfounded, that it was politically motivated, and they asked that it not be published. And while the debate was ongoing, the report appeared in Le Monde, a French newspaper. It's a result of a leak. Yes, it was the result of a leak. Okay. Probably someone who was not entirely convinced that the report would be published and it would be published in its integrity, decided to leak the report. C'est une personnalité politique de premier plan qui a organisé cette fuite. Parallèlement à ça, moi je rentre en contact avec le Haut Commissariat pour les droits de l'homme et notamment leur service de presse qui reconnaît évidemment que ce travail est en cours. Mais en gros, il me demande de ne pas le publier tant que la version originale n'est pas sortie, ce que nous refusons de faire. Et voilà, nous décidons donc de publier ce rapport. Et tout ce que l'on constate et tout ce qui est rapporté et décrit dans le rapport Mapping, ce sont des assassinats systématiques dans des camps de réfugiés, assassinats d'enfants, de femmes, et la description de ces massacres, leur côté systématique, leur côté répété,
peut en effet conduire à une accusation de génocide. Mais qui seraient les acteurs de ce génocide? Les acteurs de ce génocide seraient, c'est ce que dit ce rapport Mapping, des éléments de l'armée patriotique rwandaise, de l'armée régulière, et donc la responsabilité remonterait au plus haut sommet de l'État rwandais dans ces cas-là. I think I said, Rwanda was very unhappy with the report. The High Commissioner at the time, Navi Pillay, heard them out, but at the same time, I think took the courageous decision to publish the report, which was the right thing to do. À Bukavu, une ville durement touchée par les guerres, un tribunal engage le procès des crimes commis au Congo. C'est un tribunal symbolique sans pouvoir réel, si ce n'est, espère-t-on, celui d'éveiller les consciences. Voilà le rapport Mapping de 600 pages. Dans ce rapport sont cartographiés, inventoriés plus de 600 massacres qui ont été commis par toutes les parties dans les conflits qu'a connus la RDC. Et le sol de ces territoires est jonché de fosses communes. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites aussi pour les massacres commis à cette époque. Plus de 1230 victimes et témoins de tous ces massacres ont été interviewés par les enquêteurs et le rapport Mapping décrit les incidents violents qui ont été commis à cette époque. Mais la base de données, elle contient la liste des auteurs présumés de tous ces massacres, de tous ces viols, de tous ces pillages communiqués par les victimes, par les témoins. Cette liste noire, reste enfermée dans les tiroirs ou dans les coffres-forts du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève, et pratiquement aucune juridiction, aucun tribunal national ou international ne peut aujourd'hui s'en servir. Ces noms-là sont consignés, sont mis dans des annexes qui sont confidentielles et qui peuvent être mis à la justice. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle d'un projet Mapping ou d'un rapport des droits de l'homme d'accuser directement des individus de responsabilité pénale individuelle. Mais ce qui est important, c'est que vous dites que vous avez ces noms. Vous avez la base de données. Tous les rapports à des noms. Oui. Mais ça reste confidentiel, malgré que jusqu'à temps qu'il y ait une enquête. Oui, jusqu'à temps qu'il y ait une enquête judiciaire. Cette base de données, c'est une bombe. C'est une bombe, puisqu'elle dit des dirigeants politiques, militaires, etc., de différents pays de l'Afrique centrale sont en fait des présumés auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et peut-être même de crimes de génocide. Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Qu'attend le monde pour qu'ils soient pris en compte? Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. À Washington, la Commission des Affaires étrangères du Sénat se réunit en session extraordinaire consacrée à la tragédie congolaise et à l'impunité dont continuent de bénéficier ces criminels. It means that the rule of law has to exist in the Democratic Republic of the Congo. All of the people of Eastern Congo are entitled to that, and that means that those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. People have to see them prosecuted, people have to see them convicted and punished, or, of course, as some have said here already today, this sort of impunity will continue.
En 2017, un premier pas est franchi par le Congrès américain. Plusieurs personnalités congolaises proches du président Kabila sont accusées de crimes de masse. Leurs comptes en banque sont gelés, ils sont privés de visas. L'Union européenne adopte la même politique. Mais qu'en est-il des procédures judiciaires engagées au Congo? Il y a eu quelques procès, il y a eu quelques douzaines de procès qui ont été faits, mais on parle de quelques douzaines de procès pour probablement des dizaines de milliers d'infractions, de crimes graves qui ont été commis. Donc, ça reste une goutte d'eau. Parmi ces rares procès, celui de Gédéon Kyungu, l'un des principaux chefs rebelles qui a semé la terreur dans la province minière du Katanga. Les accusations sont très lourdes. Crimes contre l'humanité, torture et même actes de cannibalisme. Arrêté par les Nations Unies, Gédéon Kyungu est traduit devant la justice congolaise et condamné à la peine de mort. Gédéon was one of the leaders of militia in the region of Katanga, but he was not placed in jail. He was placed in the FRDC, the Congolese Army's mess. We at the Human Rights Division put all the possible pressure for him to be transferred to an actual prison because it was clear that he was going to escape. And unfortunately, the Congolese authorities never transferred him. He then went back to the bush and continued committing those crimes that he had committed before. À la surprise générale, le condamné à mort réapparaît au grand jour à Lubumbashi dans un simulacre de reddition. Sur son t-shirt, il arbore le portrait du président Kabila. Les autorités provinciales lui font bon accueil et le gouverneur lui garantit sa protection. Gédéon ne retourne pas en prison, au contraire. Il est logé dans un quartier huppé de Lubumbashi sous surveillance militaire. Il clame plus que jamais son allégeance au pouvoir. Là, nous allons soutenir la majorité présidentielle qui est notre famille politique. Je suis à côté de Joseph Kabila. Les crimes qui sont commis en RDC sont inexplicables et inacceptables. La vie humaine n'est plus sacrée en RDC. C'est dans quel pays vous avez appris ou vous avez suivi qu'on enterre des gens vivants et la communauté internationale reste tranquille? Cela fait 20 ans que la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, la MONUSCO, est censée éradiquer les groupes armés et mettre fin à la violence. Cette opération est la plus ancienne mission de l'ONU. Sa logistique est considérable et son budget annuel dépasse 1,5 milliard de dollars. La mission est devenue un État dans l'État. Mais pour quel résultat? Mais la seule question que moi je me pose, c'est que lorsque vous agissez vous avez une activité pendant 20 ans et que vous n'avez pas de résultats, il faut peut-être échanger, il faut changer le système, il faut changer la méthode. Et là, je crois que ça, pour moi, ça c'est la plus grande question. Et cette mission va rester pendant combien de temps encore? Pendant combien de temps les pays contributeurs et des troupes et de financement vont continuer à donner? La MONUSCO est de plus en plus controversée au Congo pour sa passivité, son impuissance, à l'exemple de ce qui s'est passé à Boudiakiri, un petit village au fond des forêts. Je m'y suis rendu pour recueillir les témoignages d'un massacre, un parmi bien d'autres. Ici, c'est une milice de Hutus rwandais qui était à la manœuvre, d'anciens génocidaires qui ont résisté à toutes les guerres. Ils ont investi le village la nuit pour tuer. Ilikuwa kasiku ya kwanza mapande ya Senkere tukabaki banabomola mlango wa nyumba banaingia bananiuliza leta madolari mama. Masa tangia kwa hii hali niko nayo sijui hali ya dolari vile na kwa kasura ya dolari sijui hayo. Mungu naenda mnatembea usiku wote hakuna kazi nyinyi mnasaa kunyeka abasuda hayo. Nikawaambia vile. Bakatoka nje. Banabakia pale nje. Njoo kupika ile bunduki hapo. Huyu ya kukumbusha sasa bado. Kisha bakawauya pale kwa barabara. Bali kufaka. Banabakia watatu pale kiwanja.
Banaingia mre mnyumba bananikutia sasa mimi nabakia mepe. Mimi na dada huyu. Alifika na upanga kupiga tu dimwa nje alipiga kapa. Mimi nanyamaza sikulalamika sana mama mimi nakufa nikanyamaza tu. Anaacha ananiangalia vile napika upanga na mkono wote naenda. Kuna bakia kangozi kadogo tu saka nguo hivi kiko na lembelee. Ananiangalia msura hivi. Anakamata ile upanga na nipiga hapa. Mara pili yote akakamata ile upanga na nipiga hapa hivi. Mimi nanyamaza tu sikulalamika. Kundi la MONUSCO walikuwa hapo mbele kwenye kunako meta 800 kama ni mingi, na hapa mahali kwenye maafa ilipitika. Walikuwa hapo na hawakufanya lolote. Wanaume walikufa, wamama walikufa na watoto walikufa. Sababu watu waliwaza wakiwa pembeni ya kambi ya MONUSCO wanakingwa, wanakuwa ndani ya usalama, lakini hapa Kamananga ilikuwa tofauti. Les hommes sont dépiécés, égorgés au vu et au su de tout le monde en présence des Nations Unies et personne n'a réagi. Ils sont enterrés, même pas enterrés, mais jetés dans des fosses communes. Avec les 17 000 ou 20 000 casques bleus que nous avons en République démocratique, en 30 minutes, ils pouvaient réduire au silence tous ces groupes armés. Mais non, ils ont la mission d'observer. Devant tant d'impunité, contre qui tournait sa colère? À Kinshasa, les gens descendent dans la rue pour s'en prendre au bâtiment de la MONUSCO, une mission de maintien de la paix qui porte aussi mal son nom. Tout un symbole pour dire l'impuissance et l'incompréhension des Congolais. Il y a récemment plusieurs mobilisations de population pour dire on ne veut plus de la mission des Nations Unies au Congo parce qu'elle est là, elle n'est là que pour faire le décompte macabre des victimes. Mais ce n'est pas pour ça que la mission des Nations Unies est déployée ici. C'est pour éviter justement d'être là à venir décompter le nombre de gens tués, des gens blessés, tout ça. On laisse l'impunité totale des générations en génération. Ça, c'est sacrifier toute une nation. Et avec le risque à tout moment que ça rebondisse. C'est une bombe sur laquelle on est assis là. Cette déflagration expose, on ne l'attendait pas. Au Kasaï, une province jusque-là épargnée, où la violence va prendre des proportions particulièrement abjectes et terrifiantes. Ici, deux mondes s'affrontent. D'un côté Kinshasa, le pouvoir, l'argent, l'armée. De l'autre, les villages, où l'on se souvient du temps où les chefs coutumiers étaient rois. L'un des plus importants, le Kamina Nsapu, veut revenir aux traditions. Il refuse de se soumettre à l'État congolais. Kakwena service de sécurité mu Congo ujipendwenza muji mumbu pavera population kena nibatele service yo sigilwangisha population wala matadi mo négliger côté wetu ka ku développement ka ku chini to kiba situ ka tumata pression vita ya nyinya kuteka ka buku kuma bo e uji mouvement politico coutumier matuku a miaji ni nyinga njela ja meji. Le Kamina Nsapu soulève un élan populaire, mais le 12 août 2016, il est tué par l'armée congolaise. Sa mort déclenche une révolte qui se répand de village en village dans toute la province. Une révolte aux accents étranges, où il est question de sortilèges et de pouvoirs occultes. On voit les jeunes gens entre 6 et 18 ans déferler un peu partout avec des banderoles rouges à la tête, au bras, de couteaux et de petits bâtons de bois. Et ces jeunes-là s'attaquaient aux militaires, superbement armés. Quand les militaires tiraient, ces enfants avançaient, ça qui faisait peur. Et ces enfants affrontaient les militaires sans peur, sans quoi ils faisaient confiance dans le rite qu'ils avaient passé
et ils se disaient, ils étaient intouchables par les balles. Il faut savoir que quand on parle de révolte contre l'autorité de l'État, ces gens avaient surtout des bâtons. Ils pensaient que ces bâtons pouvaient tirer des balles et aussi avec quelques fusils traditionnels. Mais c'était souvent en fait des femmes et des enfants qui montaient à l'assaut comme ça des forces de sécurité. Et on voyait bien que l'armée congolaise y allait avec toute sa puissance de feu. Oh, na pesi déjà mon père. Atakufi. Ozui, tika atakufi. Bango to atakufi. Ah, elo kote, ka lo mo kote. Zera nelo ba maka ba. Ala ndenge mo sengwa. Baba bolo. Ndio mususu. Moni godoku ba pamba bino ba oyo. Pamba. Ya village ya Mwanza Lumbale le tonte na bango. La force est toujours à la loi. Donc, il va être belé, mais on va les poursuivre jusqu'à le fini, quoi. Les images de violence m'ont souvent accompagné dans mes périples au Congo, mais rarement avec une telle arrogance. Car ici, ce sont les militaires eux-mêmes qui ont filmé leur tuerie, comme s'ils en étaient fiers. Mais quelles étaient vraiment leurs intentions? Exhiber des cadavres comme des trophées, ou conjurer leur propre peur face à ces enfants et à ces femmes qui se croyaient protégés par des rites magiques. Le président Kabila tente d'abord de nier la réalité des massacres. Son ministre de l'Information va jusqu'à prétendre que ces vidéos d'atrocités ont été trafiquées par des réalisateurs malhonnêtes. Je suis explicitement nommé. Mais face au tollé provoqué par ces images, le pouvoir change de tactique. Mon pays est victime d'attaques terroristes menées par certains groupes armés, notamment dans les provinces du Kasaï, et dont l'objectif est d'anéantir la paix si chèrement acquise et de miner nos efforts de développement. Il y a eu beaucoup de rapports sur de la chasse maison par maison, où les militaires entraient dans les maisons et tuaient les gens dans les maisons, toujours en prétextant que c'était des terroristes, mais c'était de la population civile. La répression s'installe, elle est sauvage. Le pouvoir central mobilise des policiers venus d'autres provinces pour les envoyer au Kasaï. Des escadrons lourdement armés qui sillonnent les campagnes et terrorisent la population. Le but est d'éradiquer la révolte. Le Kasaï est la proie d'une spirale de violence que rien ne semble pouvoir arrêter. The situation in the Kasai regions is also deeply preoccupying, with severe abuses against civilians by armed groups and multiple human rights violations committed by Congolese defense and security forces. We were very disturbed about the increasing numbers of reports of mass grave sites in the Kasais when the fighting was really beginning to increase. We were able to locate over a period of 1 year 89 mass graves. The translation of that is probably between 5 and 10,000 civilians being killed by the armed forces under destruction to do that. Displacement of 1.5 million people, many of whom fled to Angola. Des policiers tombent dans une embuscade. Ils sont désarmés et pris en otage. Les milices des Kamina Nsapu exhibent fièrement leur butin. Cette fois, ce sont les rebelles qui filment avec leur portable.
de temps après, tous ces policiers seront décapités, à l'exception de 3 d'entre eux qui appartenaient à la même ethnie que les rebelles. Il y a eu des atrocités commises par les deux parties. On a vu encore une fois le même genre d'horreur qui existait dans le Kivu, qui existait en Ituri, qui existait au Rwanda pendant le génocide, quand on a enquêté là-bas. Mais en matière de violence, le pouvoir central n'est jamais en reste. Une unité spéciale est envoyée à Kananga, la capitale du Kasaï central. Ce sont des troupes de choc, des militaires particulièrement aguerris et bien rodés au travail singulier qui les attend. Et que nous avons beaucoup d'initiatives. Et tout dans la République, vous en avez voté. Donc, aussi longtemps que beaucoup financé, tout qui allait faire des bénéfices. Ah, vous bandez pour la matière, vous n'êtes pas soso. C'est un jeu. C'est un jeu très délicat, très important. Là, il y a eu 2 nuits terribles, là où on est passé de maison à maison. Qui ont? Mais les militaires, de maison à maison, tuant tout ce qu'on trouvait dans la maison. Vieillards, femmes enceintes, enfants. Et là, c'est 2 nuits de calvaire. Ça doit être à peu près 417 qu'on a tués pour ces 2 nuits. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça c'est le carnage, c'est le seul mot qu'on peut dire. Nous avons vécu la terreur. Des récits comme celui-là, cela fait des années que j'y suis confronté au Congo. Les massacres ensanglantent le pays. Au Kivu, au Kasaï, en Ituri, en Équateur, au Katanga. En faire la liste complète est impossible. C'est là toute la tragédie congolaise. Un pays sous l'empire du silence. Mais ce silence, des victimes sont désormais décidées à le rompre. À Nganza, elles viennent témoigner, soutenues par un collectif d'avocats. Elles obtiennent que des officiers de l'auditorat militaire les écoutent et enregistrent leurs plaintes. Bajika mbangani. Bobo ngaya basayamba bashiro. Kajimpinje bobonso bajibanyane bantu ne mbashiro. Buda mataji nshina. Kwa mumeja imeme buda mataji jumo ko bashiro gende. Bano batonze lishinya. Yefunda jina je mabeu nasinyakiro. Mwanzo yona bobashiro ibantani bako banya mwane be muto. Umuntu lizibe mina umuntu mokuphatha ko phambi ngabo kumunene mwana nyewu mbawa babe mutu mujika gato wede lanu bakabo ton umuntu mozu batangin basuko ka ban babe mai baye bashiba Ngwame ni ubundeji babe ni muzondo wanga za ba to basuko mwana babe mina shi umuto Kamano buwani. Ano biani? Ako na gawa din natin. Bawa bigla siya mo sa mama. Pwede mo lang pwede mo lang ang babalu pwede ka na ma. Ano mama?
Est-ce que pour dire bantu pas victime directe ou indirecte? En fait, pas victime indirecte. Batu bashi bantu ba bumunga zemo. Bajo kwanje. Imo kuba munai. Batu bashi pani kama batu bashi pe. Batu bashi pe mbangani. Bende bana zulu chungani. Inaba bantu batu bibi bintu bya bantu abatu bashipa bantu babu ni ba violer ba mama ba vuni cha kwanza objet wa poursuite judiciaire wani aba bantu abajibika le bende lelu sans problème ba mane ka kwenu boluto papa kwata papa nyoka bi servir de leçon pour kuba mukampanda. Il y a un lien évident entre les crimes commis dans le passé au Congo et les crimes qui ont été commis au Kasaï durant cette période. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont les mêmes militaires qui ont commis ces crimes. J'ai réussi à identifier certaines des unités donc, qui étaient sur le terrain. Et ces unités, bien dans le temps, on retrouve qu'elles ont commis des crimes. Alors, en 2013, par exemple, à l'époque, la justice militaire avait été saisie du dossier, a même demandé l'arrestation de ces militaires, mais ne l'a jamais obtenu. Et parmi les noms qui étaient cités au Kasaï, il y avait aussi le nom du général Rory Mbere, qui dirigeait à l'époque la région militaire et qui était aussi identifié comme étant quelqu'un qui avait commis des crimes aussi au Sud Kivu, par exemple. Éric Rorumbéré, on peut le suivre à la trace dans les tueries congolaises. Il a fait exécuter des militaires, des femmes, des enfants, autant de massacres répertoriés dans le rapport Mapping qui ne l'ont pas empêché d'être promu général dans l'armée congolaise. Fonction qu'il exerce encore aujourd'hui, symbole vivant d'un système, d'une armée qui pratique elle-même la terreur. The perpetrators of what's going on in the Kasai today, I think very few of them fear justice. They have confidence in the culture of impunity, and that they can use the cruelest of methods, the most vicious of attacks against civilians, and get away with it. 2 bodies have been found in a shallow grave in the restive Kasai region. It's believed they could be the remains of United Nations investigators who went missing earlier this month. American Michael Sharp and his Swedish colleague Zaida Catalan were sent to the troubled region to investigate possible human rights violations. Michael Sharp and Zaida Catalan, they were not only colleagues, but they were also friends. They spoke to me about the last discovery of mass graves that we had, that we have uncovered. They were killed on the 12th of March 2017 on the road to Bukonde, if I remember correctly. And what I found most cruel was the fact that there was a video showing them being guided by individuals dressed as Kamina and Sapu, but could have been anybody, towards a certain location. Mais pourquoi vous venez de dire qu'il faut les intérêts? Il a dit quoi? Nous attendons les chefs. Il va venir. Ah, mais en français, c'est la place qu'il y a où on peut aller parler. Mais on disait qu'on allait causer ici. Ah oui. Et on va aller voir s'il y a d'autres. Après, on va, mais ça c'est comme mentir. Non, c'est pas mentir. Pourquoi? Ici, parce qu'il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de ce sont des histoires. D'accord. Nous attendons d'autres qui arrivent.
qui avaient toute une architecture autour d'eux pour les emmener là-bas. Et ensuite, en quelques heures, quand ils se retrouvent sur le terrain, ils sont assassinés. Ils sont assassinés de manière assez particulière, parce que là encore, ils sont assassinés face à une caméra. Une violence inouïe, puisque on les voit déchaussés, en train de réaliser qu'il y a quelque chose d'anormal, que ces gens-là sont trop armés, que ces gens-là parlent peut-être d'enterrer ou de les enfermer, ils comprennent pas très bien, mais qui parlent en français. Et en quelques minutes, en fait, alors qu'on leur dit qu'ils vont rencontrer un chef, eh bien, on les fait s'asseoir et puis on les tue comme ça. Who gave the orders to kill them? Why was it video? Why were they killed in such a cruel manner? They were representing the UN Security Council. And I thought the UN Security Council will be all over this because it's part of the mechanisms. Sad to say, there was a very weak reaction in the beginning. In the end, the report seemed to suggest that there was no conclusive evidence to suggest that the government was somehow involved in the murder of the two experts. But from what I could see emerging from civil society and other sources is that the evidence was really quite clear, pointing to complicity with the government, that government actors were involved in this. And the UN wasn't going deeper into it to unearth it. And 2 or 3 times I spoke to the families of Michael and Zayda, who felt that the UN was not being strong enough. Après la mort des experts, c'est vrai qu'on n'a jamais vu les Nations Unies aussi divisées. Il y a vraiment eu une volonté de ne pas trop enquêter. Et ça, c'est une constante. On est en permanence entre prudence, arbitrage politique aussi souvent. Il faut avouer que c'est toujours un contexte politique particulier. Donc, très clairement, il y a une raison d'État aux Nations Unies, une raison d'État qui est évidente. Si on accuse tel officier, ou tel agent de l'État, ou tel responsable sécuritaire d'avoir commis des crimes, est-ce qu'il ne va pas menacer la mission des Nations Unies au Congo ou son maintien au Congo? Et voilà, tout simplement. If elements of the FARDC are prepared to kill a Swede and an American working for the UN Security Council, then what are they not going to do to their own people? I mean, if they can do this to experts, foreigners reporting to the UN Security Council, it shows you also what a little regard they have for the international community. Some people say, look, it's not good to attack governments publicly. Work with them quietly. You'll achieve more. Frankly, this is also an argument I don't agree with, because I do that. But I felt j'espère qu'un jour, ces salopards, c'est le terme, seront jugés et que sur cette partie des événements que j'ai vécus, je suis prêt à aller au tribunal, enfin, la CPI, pour, si ces gens sont arrêtés et jugés un jour. Donc, pour moi, ce sont tous des gens à foutre en prison. Et essentiellement, je le dis souvent, il n'y aura jamais assez de prison au Congo pour ces gens-là. Moi, je pense que le meilleur moyen, ce serait de construire un grand mur autour du Parlement, un grand mur autour de la présidence de la République et des ministères. Comme ça, ces salopards restent enfermés là-bas pour la vie. En janvier 2019, Joseph Kabila, sous la pression populaire et internationale, doit céder le pouvoir au terme d'une élection controversée. Félix Tshisekedi, le fils d'un opposant historique, est intronisé président. Mais Kabila a-t-il vraiment cédé sa place? Et le nouveau dirigeant a-t-il vraiment la volonté et les moyens de rompre avec la politique de silence et d'impunité? Au sein de la population, les choses changent. Et partout, des voix se font entendre à l'occasion du 10e anniversaire du rapport Mapping
qui continue à prendre la poussière dans les tiroirs des Nations Unies. Des survivants des guerres et des massacres, des avocats, des hommes et des femmes défilent côte à côte à l'appel du docteur Mukwege dans des marches pacifiques et courageuses. Ils réclament la mise sur pied d'un tribunal international pour ces crimes imprescriptibles, pour que justice soit rendue aux victimes et pour que les criminels soient enfin obligés de rendre compte de leurs actes. Je rêve d'être dans une salle d'audience entourée d'avocats compétents, plaidant devant des juges indépendants, intègres et impartiaux. Je rêve qu'à la fin de ces projets, toute la vérité soit dite sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide commis dans mon pays, des crimes qui doivent choquer la conscience de l'humanité. Je rêve enfin que le peuple de la région des Grands Lacs pardonne, se réconcilie pour faire germer un arbre de la paix au cœur de l'Afrique. Ces femmes et ces hommes que j'ai rencontrés au Congo ne sont qu'une infime partie des victimes de l'horreur. Tant de vies sont à jamais éteintes, tant de voix se sont tues, tant de noms se sont effacés des mémoires. Que peut un film face à un tel désastre? Témoigner contre l'oubli, pour que les innombrables victimes des guerres congolaises ne disparaissent pas une deuxième fois. Africa, Bye.